Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous dominical qui vous offre l'information avec analyse et décryptage. Et c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Club de la Presse. L'actualité politique ouest-africaine est particulièrement riche cette semaine entre effervescence électorale en Côte d'Ivoire et recomposition du paysage politique au Sénégal. Deux sujets majeurs qui ont retenu notre attention. Tout d'abord, la législative 2025 en Côte d'Ivoire entre multiplication des candidatures, positionnement politique, tensions et attentes sociales, cette élection semble susciter un intérêt rarement observé. Chez nos voisins sénégalais, Diomaye et Sonko, le tandem victorieux qui a incarné la rupture en 2024 semble aujourd'hui traversé par des tensions. S'agit-il d'un débat idéologique normal ou d'un risque de fracture au sommet de l'État? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un panel de journalistes chevronnés autour de cette table. Tout d'abord, Bledson Mathieu, secrétaire général de rédaction à Fraternité Matin. Bonsoir. Oui, bonsoir Amel. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir. Sinclair Roula, vous êtes journaliste éditorialiste à Le Panafricain. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci de nous honorer de votre présence. Jérôme Moundry, vous êtes journaliste pour le tabloïd Le Nouveau Réveil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et enfin, Lansine Bakayoko, vous êtes journaliste et chef du service économie à la rédaction de RTI1. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ahmed Sidoué. Merci d'être avec nous. Tout de suite, place au générique. Alors, messieurs, ce soir, nous ouvrons ce débat avec la scène politique ivoirienne très animée à l'approche des législatives 2025 qui auront lieu en décembre prochain. La commission électorale indépendante a mis fin le mercredi 12 novembre dernier à la réception des dossiers de candidature pour les élections législatives. L'opération entamée le 31 octobre a mobilisé des centaines d'intéressés. Nous en parlons juste après cet élément de Siaka Kone. Mobilisation générale marquée par un fort engouement populaire et des soubresauts politiques à quelques semaines des élections législatives en Côte d'Ivoire. Après la présidentielle du 25 octobre, plusieurs citoyens entendent désormais peser dans les choix politiques à l'Assemblée nationale. La dynamique est renforcée par l'ouverture du jeu politique. L'on assiste à une multitude de candidatures indépendantes, des visages nouveaux et des débats sur les enjeux entre autres, emploi, éducation et développement des communes. Mais derrière ces engouements, l'on note des crispations. Le retrait du PPACI, parti de l'opposition, crée un climat de méfiance. Pour certains, ces législatives risquent de manquer de pluralisme en dépit de la participation du PDC-RDA, du FPI et du OGEP. Pour d'autres, c'est une bonne occasion de renouveler profondément l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire aborde donc ces législatives avec pour objectif transformer l'engouement en participation et gérer les soubresauts par le dialogue et le respect du jeu démocratique. Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs, vous l'avez suivi avec moi, l'engouement que suscitent les élections législatives. On a pu le voir aussi pendant les candidatures, les dépôts de candidatures de l'élection présidentielle. 60 candidatures déposées, c'était inédit, c'était une première en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour les législatives, faut-il s'attendre à un tel engouement qui pourrait aussi rentrer dans l'histoire? Quelle est votre analyse, Sinclair Roula? Il faut dire qu'effectivement, il y a un engouement. L'engouement, ce n'est pas étonnant parce que depuis un certain nombre d'années, notre paysage politique est riche de personnalités qui affichent leur ambition pour représenter soit sur le plan national le pays, représenter leurs différentes communautés. Et aussi, il faut dire que cet engouement concernant particulièrement les législatives relève du fait que d'abord, quand on est député, la fonction est entourée d'un certain nombre de privilèges, d'avantages. On a plusieurs fois spéculé là-dessus. Quand vous êtes député, vous avez une immunité parlementaire. Quand vous êtes député, vous bénéficiez d'un certain nombre d'indemnités. Vous avez un passeport diplomatique, vous avez une représentation tant sur le plan local que sur le plan national. Donc,
tout ce qui entoure cette fonction fait qu'aujourd'hui, les appétits... La convoitise. Voilà, la convoitise, les différents appétits. Et donc, aussi, au-delà de tout ça, il faut dire qu'aujourd'hui, la politique elle-même, dans notre pays et de façon générale en Afrique aujourd'hui, est considérée comme une fonction. On vient en politique pour s'enrichir. On vient en politique pour avoir un bagage relationnel. On vient en politique pour s'affirmer. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on assiste à tout ce dont on voit aujourd'hui, ici et là. D'accord. Bletson Mathieu, est-ce que pour vous, ce sont ces arguments-là qui attirent autant de monde pour candidater à la législative? Bon, je crois qu'il y a 3 niveaux. Hein. Il y a d'abord les formations politiques elles-mêmes, qui cherchent à contrôler l'Assemblée nationale et donc forcément, disons, le Parlement, puisque c'est le deuxième pouvoir après la présidentielle. Si tu gagnes la présidentielle, que tu ne gagnes pas l'Assemblée nationale, bon, pratiquement, tu n'as rien fait. Si tu n'as pas gagné la présidentielle, que tu gagnes l'Assemblée nationale, tu as le pouvoir en main. D'autant plus que c'est les députés qui votent le budget, qui votent un certain nombre de tests qui permettent au gouvernement de déployer sa politique. Aujourd'hui, en France, on voit très bien que ça ne marche pas parce qu'aucune formation politique n'a l'Assemblée nationale et donc dans la majorité absolue. La majorité absolue, donc c'est bloqué. Donc, pour les partis, les formations politiques, c'est extrêmement important donc de contrôler l'Assemblée nationale. En plus de vouloir contrôler, même si tu n'as pas la majorité et que tu as un groupe parlementaire puissant, tu as des moyens de pression sur le gouvernement, tu peux négocier un certain nombre de choses sur la place publique. Hein, ça, on peut citer le cas en France aussi, le Parti socialiste a réussi à faire retarder ou retirer la réforme sur la retraite. Mais les partis politiques aussi discutent souvent les soirs avec le parti au pouvoir. Et quand tu as un groupe parlementaire fort, on te cède un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, au niveau des hommes, il y a un premier groupe pour lequel il ne faut même pas parler d'avantages pécuniaires ou d'avantages même liés à l'immunité ou au passeport, parce qu'ils ont déjà ça dans leur vie. Ce qu'ils cherchent, c'est l'honneur. Être député, c'est être quelqu'un, c'est compter dans la société. Je crois on a suivi les récriminations d'un des candidats potentiels à Bouaké, qui est directeur général et donc qui est à l'abri de tout moyen, qui a dit que quand lui il arrive à Bouaké, lors des cérémonies, on ne le considère pas parce qu'il n'est pas un élu. Donc, voilà. Donc lui, à la limite, devenir député, ça lui permet d'être considéré, ça lui permet d'avoir des honneurs. Sinon, l'argent, en gros, il en a. Connu. Voilà. Donc il y a ce côté-là, il y a vraiment des gens qui ne sont pas visés par l'argent. On a aussi quand même d'autres élus dont la vie a véritablement changé depuis qu'ils sont élus. Quand on suit les débats à la télé, on a habitué à des visages, mais à partir du moment où le monsieur est devenu député, bon, tu sens quand même que même s'il n'est pas devenu subitement riche, mais il y a beaucoup de changements. Donc il y a tous ces facteurs-là. Mais il faut dire que s'il y a aussi des députés qui dépensent plus d'argent, c'est-à-dire il en dépense pendant la campagne, mais pendant son mandat, tout ce qu'il reçoit à l'Assemblée nationale va dans l'entretien des électeurs, et même qu'il est obligé de s'endetter pour le faire. Voilà. Jérôme Dry, votre commentaire? Oui, c'est vrai, on a remarqué cette année un engouement, mais il faut préciser que le poste de député est le poste politique le plus important quand on a dans une démocratie comme la Côte d'Ivoire, parce que nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Le député, par exemple, au même titre que le président de la République, a l'initiative de la loi. À côté de cela aussi, il ne faut pas omettre que nous sommes aussi à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle, et il y a une nouvelle classe de policiers qui émerge actuellement. Donc, cette nouvelle classe aussi veut expérimenter, pourquoi pas, ces fonctions de députés. C'est pourquoi vous verrez, même au niveau des partis politiques, quand vous prenez par exemple le PDCD en 2016, le PDCD avait 138 candidats présentés. Cette année, ils sont à 229. C'est monté d'un cran. C'est-à-dire qu'il y a eu, même au sein des partis politiques, il y a eu un engouement. Et c'est quelque chose à saluer. C'est pas mauvais, c'est quelque chose à saluer. Ça rend plus dynamique, je veux dire aujourd'hui, plus dynamique le débat même politique. Aujourd'hui, vous voyez dans certaines localités, à côté des partis politiques, qui vont à l'assaut de l'Assemblée nationale pour pouvoir exister, comme Blemson l'a indiqué tout à l'heure, un parti politique qui a une forte présence à l'Assemblée nationale pourra peser sur le débat politique en Côte d'Ivoire. Ça,
automatiquement. Donc les partis politiques aujourd'hui vont à l'assaut de plusieurs sièges pour pouvoir exister et pouvoir peser dans le débat politique. À côté de ces partis politiques-là, nous avons des individus, des personnes qui veulent expérimenter aussi, des jeunes gens. Aujourd'hui, quand vous voyez l'engouement, il y a beaucoup de jeunes gens qui font acte de candidature. Ceux-là aussi veulent expérimenter, je veux dire expérimenter la politique en Côte d'Ivoire, veulent compter, veulent participer au débat politique en Côte d'Ivoire. Et le creuset qui est mieux indiqué pour participer au débat politique, moi je pense que c'est l'Assemblée nationale. Mais c'est quelque chose à encourager. Par exemple, au RADP, cette année, il y a eu près de 600 dépôts de candidature, candidats à la candidature, 600 dépôts de candidats à la candidature. Vraiment, c'est important. Quand on essaie de comparer avec les chiffres passés, c'était moins que ça. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il faut encourager l'émergence de cette classe-là qui veut apporter un plus aussi au débat politique en Côte d'Ivoire. Lansana Bakayoko, votre explication de cette situation autour des élections législatives? Oui, manifestement, il y a un engouement au niveau des élections législatives. Cela démontre qu'il y a une conscience politique qui est en train de se développer au sein de la population ivoirienne. Et puis, il y a que, tout le monde sait aujourd'hui que l'Assemblée nationale, c'est quand même le sanctuaire de la démocratie, où toutes les voix s'expriment, où on peut peser sur la vie politique. Et puis, ça permet aux partis également d'exister politiquement. Parce qu'un parti qui n'a pas de représentation à l'Assemblée nationale, c'est un parti qui quasiment n'existe pas. Donc, aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques se manifestent pour pouvoir prendre le contrôle de l'Assemblée nationale. Je comprends que le PPACI n'est pas de la course, mais je fais partie de ceux qui pensent que c'était une erreur politique et qu'ils en paieront les prix au moment venu, au moment des grandes décisions. Parce que l'Assemblée nationale, c'est là que se prennent les lois, c'est là que se régule la vie politique, parfois même la vie administrative qui se régule au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, le parti qui n'y est pas, ça veut dire que ce parti ne participe pas à la prise de décision, notamment par le vote des lois qui vont permettre de consolider notre vivre ensemble, qui vont permettre de modifier ou de clarifier nos positionnements politiques au niveau international. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'engouement est là. Et puis, il y a aussi qu'aujourd'hui, il y a plutôt des mystères au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'on avait pensé par le passé que c'était réservé à un clan, à des personnes d'un certain âge. À une certaine élite. Une certaine élite politico-administrative qui devait prendre le contrôle de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de personnes, des citoyens lambda, pensent qu'elles ont un mot à dire, elles ont leur mot à dire, et que ça peut se passer au sein de l'Assemblée nationale. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu Saint-Claver réduire un peu les députés aux privilèges que leur fonction peut engendrer. Mais je crois que c'est quand même... C'est pas tout à fait ça. Parce que moi, quand je vois les dépenses colossales qui sont effectuées en cette période de campagne et que je fais un calcul sur les indemnités et ce qu'un député peut avoir, je crois qu'il y a un gap qui n'est pas toujours en faveur du candidat qui est en train de s'investir en politique. Mais je crois que la plus grosse explication, en tout cas l'explication la plus plausible, c'est que quand il y a l'Assemblée nationale, ça te donne une certaine légitimité populaire, une certaine légitimité au sein de votre formation politique qui fait que tout le monde veut devenir député. Et pour conclure, je voudrais dire que cette dynamique aujourd'hui, cet engouement au niveau des élections législatives est une bonne chose. Cela démontre de la vitalité de la démocratie ivoirienne. Cela démontre que tous les citoyens veulent participer à la vie de la nation et c'est ce qu'on demande. Il ne s'agit pas, il n'est pas du tout question que la politique soit réservée à une certaine classe et que les autres populations subissent. Ça montre que, je le disais en début de propos, qu'il y a une conscience politique, une conscience démocratique qui est en train de s'installer en Côte d'Ivoire et je crois que c'est de bon augure et c'est à mettre à l'actif aussi bien au niveau du gouvernement que des partis politiques. Et c'est pour ça que moi j'en appelle à la prise de conscience de tous les partis politiques, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur taille, de s'investir dans le jeu politique parce que ça apaise en effet. Ça apaise si on a un créneau où on peut s'exprimer, où on peut exprimer sa volonté. Je crois que ça vaudrait mieux que de s'asseoir chez soi, nourrir des rancœurs, être attentiste et chercher une autre voie. C'est pour ça que moi, j'en appelle au PPACI parce que je sais qu'il y a des candidats
qui ne sont pas encartés PPACI, mais qui sont issus du PPACI. Il faut que ces candidats s'engagent. Parce que si le PPACI n'a pas participé aux élections, il lui reste une seule option. Il va vouloir créer une troisième chambre, c'est-à-dire en dehors du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils vont vouloir créer une autre chambre politique qui sera la rue. Or, en démocratie, c'est vrai, la rue est un moyen de s'exprimer, mais cette rue-là n'est pas efficace. Parce que ce n'est pas dans les institutions, c'est dans les institutions que les décisions se prennent, c'est dans les institutions que les votes se passent, généralement, dans la rue. Parce que si tu t'engages dans la rue et que tu n'as pas la capacité de transformer la rue en une chambre véritable, votre existence est remise en question. Et je crois que c'est le gros risque que le PPACI court en cette veille de législative. Alors, Saint-Claver Oula, quelles pourraient être les conséquences de cet engouement sur la qualité du débat politique et la légitimité du futur Parlement? Bon, avant de répondre à cette question, il faudrait que je fasse une petite précision parce que tout à l'heure, quand mon confrère Bakayoko parlait, il m'a dit que j'ai réduit les députés au seul privilège, c'est-à-dire le gain. Non, c'est un élément parmi tant d'autres éléments que j'ai énumérés. J'ai parlé de représentation. Donc, il faut prendre cela en compte. Maintenant, en termes de gains, il faut dire que, effectivement, on en a parlé brièvement ici. Vous savez, le député, c'est celui qui a la priorité de débattre et de prendre des décisions en ce qui concerne les lois. Donc, il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui constituent les priorités, soit sur le plan national ou sur le plan local, en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne la répartition des ressources. Et donc, quand vous êtes député, que vous arrivez à l'Assemblée nationale, tous ces éléments-là, vous devez les prendre en compte dans les différentes propositions de loi dont vous avez le privilège au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, le député, c'est celui qui prend en compte un certain nombre d'aspirations du peuple. Vous savez, nos gouvernants, ou si vous voulez, le président de la République, le gouvernement composé de ministres peuvent être déconnectés des réalités des peuples. Donc, les députés sont ceux-là qui doivent être de façon permanente en contact avec le peuple et venir traduire leurs aspirations en termes de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Puisqu'il les représente à l'Assemblée nationale. Effectivement, puisqu'il les représente, il représente ces populations-là à l'Assemblée nationale. Et moi-même, j'irai un peu plus loin. Vous voyez, quand on parle de députés, il faut voir les choses évoluer. Et en fonction de l'évolution de notre société, ou l'évolution du monde aujourd'hui, il faut essayer de revoir ce contact que les députés ont avec le peuple. Moi, par exemple, si je suis député, il serait important pour moi d'avoir une représentation au niveau local. C'est-à-dire quoi? Un parlement local. Et il faudrait que nos gouvernants y réfléchissent pour que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale soient effectivement comprises, soient effectivement portées à la connaissance de nos populations. Je vous mets au pari aujourd'hui, les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que nos populations sont effectivement imprégnées de la majorité de ces lois? Il y a quand même certains élus qui le font. Hein. On a pu voir Moussa Koulibaly. Oui, mais il faut institutionnaliser cela. Il faut constitutionnaliser cela. Il faudrait que le député aujourd'hui qui est élu à l'Assemblée nationale ait une représentation sur le plan local. Et je pense que c'est ce à quoi devraient servir comment on appelle les suppléants. Les suppléants, ils devaient avoir les suppléants sur le plan local devaient faire ce travail-là, faire le travail de répercussion des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale au niveau local. Il faut permettre aux populations sur le plan local de comprendre ces lois. Vous voyez, on a eu la question, par exemple, de la présidentielle. On a eu la question, par exemple, de la loi qui touchait à un certain nombre de candidats. Mais sur le plan local, quand nous sommes allés, par exemple, dans différentes localités, des populations se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, si ces lois étaient, par exemple,
portées à la connaissance des populations depuis longtemps. Si ces lois étaient expliquées véritablement aux populations, ces populations-là seraient au même niveau d'information que ceux qui sont au sommet. Saint-Claver, s'il te plaît, avant que tu ne donnes la parole à Mathieu, allez-y rapidement. Je crois que ça, ce sont des problèmes de gouvernance au niveau des députés eux-mêmes. Sur le plan constitutionnel, sur le plan institutionnel, il y a un budget qui est affecté à chaque député, à peu près 500 000 francs qui est remis à chaque député, en tout cas qui est reversé sous forme d'indemnité à chaque député qui doit se rendre chaque mois sur le terrain pour se devoir de redevabilité vis-à-vis des populations. Donc je voudrais juste faire cette nuance pour dire, au plan institutionnel, ça existe. Maintenant, si un député ne va pas rendre compte, ça, oui, c'est une défaillance de son côté. Il n'y a pas de suivi. Il faut qu'il y ait un suivi pour savoir exactement vous avez pris la parole. le député. Est-ce que vous pensez que cet engouement avec cette pléthore de jeunes qui veulent participer à la vie politique en se faisant élire député pourra avoir un impact sur la qualité du débat politique en Côte d'Ivoire? En principe, ça devrait avoir un impact sur la qualité du débat politique parce que ne va pas à l'Assemblée nationale, ne cherche pas à être député qui veut. Et puis, ces jeunes gens, c'est un débat national, un peu en Côte d'Ivoire comme partout en Afrique, où les gens pensent que le jeunisme peut permettre de niveler la classe politique et l'offre politique. Ça, c'est ce que beaucoup de jeunes pensent. Vous allez entendre dans tous les pays. Et il faut qu'on cède la place à la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas où les jeunes gens pensent être plus en contact avec les populations, être plus en contact avec les réalités du moment et les réalités du terrain. Et donc, pour moi, ça devrait entraîner, ipso facto, la qualité du débat politique, parce que ça va permettre d'irriguer, d'aérer le débat, d'irriguer l'ensemble des problématiques qui se posent dans le pays et être beaucoup plus en contact avec les réalités du terrain. Et donc, le débat ne devrait donc pas rester aérien ou bien entre une élite complètement déconnectée des réalités du terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse complètement décomplexée qui est capable aujourd'hui de porter un projet politique, de porter un débat politique, et porter la contradiction à n'importe quel niveau de la population. Et qui représente 75% de la population. 75%. Et je crois qu'on est bien parti parce que même au niveau du gouvernement, vous voyez qu'on a au moins 20 à 25% du gouvernement qui sont constitués de personnes relativement jeunes. D'accord. Jérôme Ndri, est-ce que vous pensez que également la participation de plein de jeunes aujourd'hui pourra changer quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, pourquoi pas. Moi, je pense que ça pourrait changer, par exemple? Si, ça peut changer. Parce qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons à l'Assemblée nationale, c'est que l'une des missions des députés, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Mais le député contrôle l'action gouvernementale comment? En faisant peut-être le monitoring des actions du gouvernement, peut-être après le vote d'un projet. Est-ce que ces projets sont suivis? Parce que tout à l'heure, Claver parlait du contact avec les populations. C'est vrai, ça c'est un élément fondamental. Chaque fois qu'on ce sujet revient à chaque débat, mais est-ce que les députés eux-mêmes prennent conscience de ça? À la dernière fois, j'ai dit ça sur un plateau, on m'a un peu tensé. Non, est-ce que les députés me prennent conscience de ça? J'ai aimé, par exemple, ne serait-ce que hier, le député Assalé Tiemoko a organisé une formation pour des jeunes députés pour qu'ils puissent cerner non seulement le processus électoral, mais il a tenté d'expliquer à ces jeunes candidats-là la fonction des députés. Mais ils étaient en train de faire du commerce, parce que c'était... non, même au-delà du commerce, au-delà du commerce, donc il ne faut pas prendre ça comme une action... Non, au-delà du commerce, ça ne devait pas être au-delà du commerce, Jérôme Ndri, poursuivez. Au-delà du commerce, vraiment, il a apporté un petit plus à ces nouveaux candidats. Parce que ce que nous constatons à l'Assemblée nationale, c'est qu'aujourd'hui, les députés, les gens se font élire députés, ils vont pouvoir être dans un moule de groupe parlementaire affilié à un parti politique, et souvent, les gens votent les lois. Est-ce que ces lois-là même sont comprises par tous ceux qui sont dans ce groupe parlementaire? On ne sait pas. Puisque le groupe parlementaire est majoritaire, quand on dit est-ce que la loi votée, tout le monde lève la main, la loi passe. Mais est-ce que c'est lui-même qui a voté cette loi? Et il a voté cette loi parce qu'il comprend cette loi, ou bien il a voté parce qu'il appartient à un parti politique qui est peut-être majoritaire? Ça, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Parce que si le député lui-même comprend la loi, il pourra mieux expliquer cette loi aux populaires. Non, attention. Il n'était pas en train d'expliquer comment on vote une loi. Il n'était pas en train d'expliquer. Non, il dit, non, il n'a pas, non, c'est pas, il explique éviter la fraude.
Non, il parle du processus électoral. Jérôme Bakayoko, vous avez le temps de parole. Non, je termine. Je termine pour dire qu'aujourd'hui, la nouvelle classe ou bien les députés qui seront élus pour le 27, il faudrait que ces députés-là puissent réellement peser sur le débat en contrôlant l'action du gouvernement. Parce que les populations se plaignent très souvent, non, on n'a pas de répercussions, les lois sont votées. Si c'est les lois sont votées, on n'a pas de répercussions, même les chiffres qui sont donnés, on ne sent pas cela dans nos assiettes, on ne sent pas cela au quotidien. Mais qui est mieux placé que les députés pour pouvoir rapporter peut-être au président de la République? Le président de la République ne peut pas tout contrôler. C'est le député est là pour contrôler l'action gouvernementale. C'est au député de dire, par exemple, faire remonter à l'exécutif. Non, ici, vous avez dit, il y a 10 écoles qui devaient être construites. Le constat est qu'il y a 2 écoles qui ont été construites. Donc, ça permet de rectifier chaque fois. Mais si le député ne le fait pas, il ne fait pas du monitoring, mais les populations vont toujours se plaindre. Bletson Mathieu, est-ce que cet engouement-là ne vient pas confirmer ce que d'aucuns pensent en se disant qu'il y aura un maximum de dissidences et puis beaucoup de candidatures indépendantes? Non, je veux d'abord revenir sur le rôle des députés. Comme je pense que les gens essaient de faire trop de théories là-dessus. Allez-y rapidement. C'est vraiment des théories. Un député, c'est pas ça. Le député, il va d'abord, pour ceux qui ont une obédience, ceux qui sont défendus par les partis, défendre le programme de son parti. Il ne va pas en contradiction, il ne c'est pas un inspecteur de police, ce n'est pas un inspecteur général de l'État, ce n'est pas... Non, il y a des structures d'État qui doivent faire ce travail-là. Et sur le terrain, quand vous parlez d'aller expliquer les lois aux populations, j'aurais bien voulu qu'un jour vous soyez candidat. Parce que moi, en tant que journaliste, je suis des candidats. Les gens ne posent pas un problème de nous, on n'a pas compris la loi là. Ils disent on veut hôpital, on veut dispensaire, on veut électricité, on veut... Les populations posent des problèmes de leur quotidien. Ils parlent de vie chère, ils parlent d'emploi jeune. Ils n'ont pas dit pourquoi est-ce que la loi XY a été votée, on n'a pas... Ils ne parlent pas de ça. Ensuite, les partis politiques qui investissent les candidats ne leur disent pas aller demander, chercher tous les problèmes. Non, un parti politique connaît le problème de la population puisque ce parti est allé au présidentiel, a présenté un programme et s'il est au pouvoir, il veut que des députés l'aident à appliquer son programme. S'il n'a pas eu le pouvoir, il veut avoir le maximum de députés pour essayer d'inclure certaines choses qui leur tiennent à cœur dans le programme de l'action gouvernementale. Le député, ce n'est pas un juriste qui va venir expliquer la loi. Hein. Ce n'est pas ça son travail. On ne lui demande même pas ça si on allait partir en fac de droit, ramasser les étudiants qui sont là-bas et puis les investir à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ça. Il faut être au contact des populations. Quand il y a un problème dans ta circonscription, attendez. Les rapports, ces institutions, il y a quand même une loi qui encadre ça. Quand il y a un problème dans ta circonscription, tu peux venir poser cela à l'Assemblée nationale. Lorsqu'un problème concerne la nation, parce que les députés aussi sont les députés de la nation, donc même si tu es élu à Kong, qu'il y a un problème qui se passe à Tiasalé, il ne faut pas dire, bon, ça ne concerne pas mon électorat, tu es député de la nation rémunéré comme tel. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, quand on introduit une nouvelle loi, notamment du gouvernement, parce que quand c'est bien du gouvernement, c'est vraiment l'action au quotidien. Il y a d'abord une deuxième phase qui est le décret d'application. C'est un ministère qui va porter et il y a toute une série d'actions de communication à ce niveau qui sont menées. Le député regarde dans sa circonscription, est-ce que si on dit d'arrêter de produire la tequée, moi, ça m'arrange? Est-ce que si on veut industrialiser la tequée, est-ce que ça m'arrange? Voici des trucs clairs parce que par rapport à des populations qu'il a rencontrées, qui ont exprimé leurs besoins. Quand vous suivez la campagne, nulle part ils ne vont vous reprocher à un député. Vous pouvez même demander à Saleh, ce n'est pas en expliquant sa capacité à être un intellectuel du droit qu'il a été élu à Tiasalé. Il nous-même il sait. Non, mais c'est parce qu'il a expliqué. Hein. Non. À Saleh, je l'aime bien. D'abord, c'est un confrère, c'est un ami. Et puis, bon, il donne vraiment l'image d'un député de la nation. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas ça qu'il fait pour être élu là-bas. Parce qu'il appartient à une circonscription. Il n'est pas élu en tant que député de la nation. Du style, je suis populaire sur l'ensemble du pays, je prends 100 voix ici, 400 voix là-bas, et ça me donne le nombre de voix nécessaires pour être député. Non, quand il est à Tiasalé, les populations posent le problème du Tiasalé. Ils sont peut-être contents de le voir défendre. C'est la fierté qu'on a pour obtenir un footballeur. Mais ce n'est pas le premier élément. Il faut lui demander. Ce n'est pas le premier élément. Les populations... Est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce sera l'occasion d'avoir une pléthore de candidatures indépendantes et puis des dissidents également, ou des dissidences dans les partis politiques? Bon, les indépendants, il y en a deux. Hein. Il y a des indépendants de type Assali Djemoko. Lui, il est vraiment indépendant. Bon, maintenant, il veut créer son parti. Et puis, il y a des indépendants qui ont d'abord sollicité l'investiture de leur parti. Ne l'ayant pas obtenu, il va en indépendant.
en comptant sur les militants de son parti, en leur promettant, si je suis élu, je retourne dans mon parti. Donc lui-même, il va avec l'élection, ses électeurs sont informés que dès qu'il est élu, ils reviennent dans sa famille politique. Donc ce type-là, ce n'est pas vraiment des indépendants, ce sont des députés d'une formation politique qui n'ont pas eu l'investiture de leur formation politique. Et puis il y a ceux qui, par rapport surtout aux 3 grandes formations, aux 3 grandes familles politiques, ils ne veulent pas aller là-bas. Donc il veut soit tracer sa voie, c'est le cas de Assane Tchimoko, en pensant qu'il y a des Ivoiriens qui ne se retrouvent pas là-bas. Généralement, ils se trompent tout ce monde-là. Pour l'instant, les faits nous le montrent, qu'ils se trompent complètement. Et donc ceux-là, bon, ils sont vraiment indépendants, il peut dire ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre à sa formation politique, il est vraiment indépendant. Pardon, je voulais préciser juste un élément pour pas qu'on oublie. Quand le grand frère dit que le député ne doit pas expliquer la loi aux populations, que c'est les besoins des populations, mais c'est le député. C'est le député, c'est eux qui votent la loi. Même la loi du finance, qui vote la loi du finance, c'est les députés. Et tous les besoins des populations, que ce soit les hôpitaux, les écoles, mais cela fait partie des dépenses de l'État du Côte d'Ivoire. Donc en votant le budget, il faudrait que le député lui-même, il connaisse les besoins des populations. Moi j'ai été très heureux, par exemple, quand on votait les budgets, il y a des ministères qui sont venus présenter des budgets où les députés ont trouvé que le budget était même était assez petit pour insuffisant pour permettre à ce ministère de pouvoir accomplir le travail. Ça c'est bon parce que les députés ont la réalité du terrain. Donc, ils doivent contrôler l'action gouvernementale. C'est leur rôle d'expliquer les lois. Parce que c'est eux qui votent les lois. C'est leur rôle d'expliquer. C'est vrai que peut-être ils n'ont pas une obligation en cela, mais ça doit faire partie de leur mission. Parce que quand le député il va pour la campagne, on va entendre que non, je vais vous construire des hôpitaux, construire des routes. C'est vrai. Il peut construire des routes, il peut construire des hôpitaux. Parce qu'en votant la loi des finances, il permet la construction de ces routes et des hôpitaux. Est-ce que vous croyez à la participation des 30% déjà de femmes dans les partis politiques et puis également de jeunes massivement à cette élection? Pour les 30% des femmes, c'est le manque d'engouement au niveau des femmes. Je prends le cas du PDCI qui a publié sa liste hier. On a 229, sur 229, on a 15 femmes. C'est-à-dire que c'est l'engouement au niveau des femmes. C'est vrai, souvent les associations féminines publient très souvent des choses pour dire que non, il faut la parité. Mais les femmes manquent d'engouement au niveau des partis politiques. Quand on demande, venez déposer les dossiers, bon, quand vous regardez, peut-être c'est sur 100, vous verrez que 10 ou 15 femmes seulement qui ont déposé des dossiers. Sinon, c'est le manque d'engouement. Cela n'est pas, les partis politiques sont prêts à appliquer les 30%, mais il y a un manque d'engouement. Il faudrait que les femmes elles-mêmes prennent conscience et qu'elles créent l'engouement au sein des femmes pour qu'elles puissent participer à ce débat politique. Lansine Bakayoko, est-ce que pour vous, les femmes manquent d'engagement? C'est la raison pour laquelle elles sont très peu représentées sur les listes déposées par les différents partis politiques? Mais ça nous interpelle, nous tous, parce que la vie politique en Côte d'Ivoire est réputée être excessivement violente. Or, les femmes, en général, elles incarnent cette douceur, cette maternalité vis-à-vis des populations. Or, vous savez bien que aujourd'hui, le monde politique, l'environnement politique est devenu un monde extrêmement de chaos, de déshumanisation, de violence, ce qui fait que les femmes sont souvent en retrait. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a une disposition légale qui dit qu'il faut 30% qui doivent être des candidatures féminines qui sont encouragées. Donc, si le PSDI qui a aligné que 15 femmes, si demain il y a des invalidations des candidatures, j'espère qu'on ne viendra pas crier à lui et à Dia en parlant de disqualification, parce que c'est le président de la CEI... Non, je vous est-ce que le RADP aussi n'a... Non, le président de la CEI, le président de la CEI a pas une injonction, mais a rappelé qu'il fallait quand même un nombre important de femmes, à peu près 30% sur les listes électorales. Maintenant, il y a une question que tu ne m'as pas posée, mais auquel je vais répondre. Vous savez, les députés ceux qui pensent qu'ils sont des députés indépendants, en fait, ils ne veulent pas s'affranchir directement de leur parti politique. C'est simplement qu'ils n'ont pas été désignés et eux croient qu'ils ont la légitimité d'être sur la ligne de départ pour le compte de leur parti. Donc, à la limite, ils vont chercher le gibier, la victoire et le ramener dans le parti. C'est différent de certains députés qui pensent qu'ils peuvent se trouver une autre voie. Je crois que Blaisson l'a bien expliqué. Ils veulent se trouver une troisième voie, c'est-à-dire les voies classiques qui sont là, la droite, la gauche, et qui veulent donner une troisième voie pour se donner une autre virginité par rapport à l'environnement politique. En général,
ça ne passe pas. Mais bon, c'est une voie, c'est une option. Mais en réalité, il faut comprendre que les députés ne peuvent pas être totalement déconnectés du desiderata du projet qui les a mis au pouvoir. Parce que le chef de l'État vient avec un projet, il est élu, il est porté par des députés, c'est pour conduire ce projet. Or, quand j'entends la clameur publique, j'ai l'impression que les gens veulent que quand quelqu'un est déjà élu député, il ne tient plus compte de son parti politique, il fait ce qu'il veut, et parfois même il va en contradiction avec son parti politique. Non, un projet d'un député vient aider à l'accomplissement d'un projet politique généralement porté par le chef de l'État. Le député ne doit pas suivre aussi aveuglément un projet qui je suis d'accord. Un projet qui n'arrive pas la population. Je suis d'accord. Il ne représente pas le parti politique là-bas, il représente la population. Il a aussi le bras armé pour la conduite d'un projet politique. Saint-Claver Oula, est-ce que vous croyez à une bonne représentation des femmes à l'issue de ces élections à l'Assemblée nationale? Moi, je vais tenir le même discours que mes confrères. Donc, vous voyez, c'est vrai, on parle de représentativité des femmes, on parle de 30% des femmes et autres. Quand il n'y a pas d'engouement au niveau de ces femmes, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas les chercher alors qu'elles n'ont pas envie de se présenter. Est-ce qu'elles ne sont pas plutôt marginalisées dans les partis politiques? Il n'y a pas d'engagement à ce niveau. Mais vous savez, moi j'ai vraiment une autre façon de penser. Laquelle? C'est pas parce que ce sont des femmes qu'il faut leur faire de cadeaux, qu'il faut leur faire... Il faut leur dérouler le tapis. Oui, dérouler le tapis. Mais moi, je pense que les femmes, elles sont tout autant compétentes que les hommes. Vous voyez, il ne faut pas... À ce niveau-là, moi, je ne veux même pas qu'on fasse de discrimination. Tant qu'une femme, elle est compétente, tant qu'elle a démontré ses capacités, ses compétences politiques, il faut la prendre en compte. Et il y a des femmes ici qui l'ont démontré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a connu Jean Gervais, on a connu vraiment un certain nombre de femmes. Elles sont au PDCI, tout comme elles sont au RHDP avec le professeur Henriette Diabaté. Elles sont dans tous les partis politiques. Et ces femmes-là, ce n'est pas parce qu'on leur a déroulé le tapis rouge qu'elles se sont retrouvées là. Elles se sont battues. Vous voyez? Donc, tant que les femmes se battent, il y a une nécessité de justice sociale. Au même niveau au Rwanda, que les il y a une hommes. justice sociale qui fait qu'on a obligé les gens. Vous voyez, l'État a le droit aussi de garantir la justice sociale vis-à-vis des femmes. On ne peut pas obliger les femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui rentrent à l'école de gendarmerie. Aujourd'hui, il y a des femmes qui rentrent à l'école de gendarmerie. Il y a des femmes qui sont militaires. Mais tant qu'elles peuvent démontrer... Et attendez, ces femmes-là, elles ont démontré qu'elles ont une faculté au-dessus de certains hommes pour se retrouver là. Donc, moi, cette affaire de 30% ou pas 30%, moi, je pense que c'est des passe-droits. Il faut permettre à tout le monde, y compris les femmes, de démontrer leurs compétences, de démontrer qu'elles sont excellentes, quel que soit le domaine d'activité. Et en politique aujourd'hui, vous avez des femmes, vous avez par exemple au RHDP, il y a des femmes qui sont là, qui sont ministres. Vous avez les Kabaniale, vous avez les Kandia Kamara, qui ont combattu jusqu'à ce qu'elle se retrouve là aujourd'hui. Elle est présidente du Sénat. Au PPACI, vous avez des femmes qui aussi essayent de tirer leur épingle du jeu. Au PDCI, vous avez des femmes. Donc moi, je pense que tant que les femmes elles peuvent démontrer leurs compétences sur le plan politique, elles forcément, elles demeureront dans le lot des personnalités qui seront au sommet. Même si cela va au-delà des 30%. Même si cela va au-delà des 30%. D'accord. Merci, on est tenu par le temps. Il faut bien qu'on puisse aborder notre second sujet. Mais allez-y, 30 secondes. Oui, en 30 secondes, je suis d'accord avec les raisons qu'ils avancent. Mais ce sont ces raisons justement qui justifient la loi disant qu'il faut amener les femmes à s'intéresser à la politique en les imposant. Le chiffre de 30% vient du fait que le leadership n'est pas très évident. Il y a vraiment des femmes leaders comme à l'autre de l'Ouest, naturelles. Ah oui. Oui, et puis, mais la proportion est mince. Donc, pour y arriver, on veut obliger l'État ou le pays à prendre 30% ainsi que les formations politiques. Dans la loi, là, ce sont les arguments que vous avancez qui justifient cette loi. Voilà. Merci infiniment. Merci pour ces analyses riches et nuancées. Nous quittons maintenant la Côte d'Ivoire pour nous intéresser au Sénégal, où l'actualité politique suscite interrogations et commentaires. Le duo Diomaye-Sonko, perçu comme une alliance solide lors de leur accession au pouvoir, semble aujourd'hui donner lieu à des lectures contrastées, complémentarité ou rivalité
d'actualité. Messieurs, vous aurez l'opportunité de vous prononcer sur ces questions, sur cette question-là précisément, juste après que notre reporter Davis Oyo ait planté le décor. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, longtemps présentés comme le tandem le plus soudé de la scène politique sénégalaise, apparaissent désormais comme les deux pôles d'une tension grandissante. Ce qui avait commencé comme une alliance stratégique presque fusionnelle laisse aujourd'hui place à un rapport de force qui s'affiche au grand jour. D'un côté, un président soucieux d'affirmer son autonomie, de tracer sa propre voie après une ascension fulgurante. De l'autre, un Premier ministre dont l'influence, l'aura et la base militante continuent de peser lourd dans l'équation politique. De légitimité, de méthode, deux horizons et un pays qui s'interroge. Le désaccord le plus récent entre ces deux personnalités porte sur la désignation d'Aminata Touré pour restructurer le bureau politique du PASTEF. Cette décision prise par le président sénégalais Diomaye Faye est rejetée par son premier ministre Ousmane Sonko à l'occasion d'un giga-meeting qualifié de démonstration de force. Ce duel inattendu pose plusieurs questions. Qu'est-ce qui a fait dérailler la mécanique? S'agit-il d'un simple réajustement interne ou d'une rupture profonde? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences d'un tel bras de fer pour la gouvernance, la stabilité et les réformes promises? Nous sommes de retour sur ce plateau du Club de la Presse. On a été au Sénégal. Sur ce plateau également, on a entamé ce débat-là qui nous disait est-ce qu'il y aura continuité dans la loyauté entre Diomaye et puis Sonko. Et certains prédisaient qu'il y aurait rupture d'ici peu. Aujourd'hui, le débat est planté par ce décor-là qui nous dit qu'il y a sensiblement divergence d'idées. Saint-Claver-Oula, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse de cette situation? Il faut dire que le fossé se creuse de plus en plus. Plus on avance, plus le fossé se creuse entre les deux personnalités. Quelle en est la raison, justement? Oui, mais moi, je pense que c'est 2029 qui se joue là maintenant. En fait, vous savez, la base militante a pensé que Diomaye Faye, en venant là, c'était juste pour faire le lit de Sonko, parce que Sonko n'avait pas la possibilité de candidater. Au vu de son casier judiciaire. Au vu de son casier judiciaire. Et là, quand ils en sont arrivés à ce stade, Diomaye Faye est en train de faire son lit. Pourquoi? Parce que quand vous regardez aujourd'hui, Diomaye président, la coalition qui a été créée autour de sa candidature, quand il est arrivé au pouvoir, cette coalition-là est en train de subir un changement au niveau de sa tête. Diomaye Faye, il nomme Aminata Touré pour être coordonnatrice. De son côté, au niveau des PASTEF, Sonko, il combat cette décision et il maintient... Désavoue cette nomination. Il maintient Mboye, qui, elle, est du PASTEF. Et l'autre, elle, ce n'est pas une militante du PASTEF, c'est une ancienne ministre de Macky Sall. Donc, du coup, il est en train de se créer autour de Diomaye Faye une coalition de différents partis politiques, y compris le PASTEF. Donc, aujourd'hui, il est clairement démontré que Diomaye Faye est en train de préparer 2029 avec le soutien d'un certain nombre de personnalités, dont certaines qui étaient impliquées dans des actes épinglés par un certain nombre d'audits, notamment celle qu'il a nommée aujourd'hui, qui était ministre sous Macky Sall et à qui il est reproché de détourner plus de 2 milliards. Et l'actuel ministre de l'Environnement, à qui il est reproché d'avoir fait un certain nombre de surfacturations. Mais au-delà de tout ça, quand vous prenez Sonko, il est aujourd'hui celui qui veut un changement radical, c'est-à-dire en accord avec la base qui veulent que ceux qui ont eu à poser un certain nombre d'actes sous Macky Sall soient traduits en justice et qu'ils répondent des faits qui leur sont reprochés. Mais Diomaye Faye, il n'est pas vraiment pour ce changement radical. Donc, les deux personnalités ont des idées complètement opposées aujourd'hui. De son côté, Sonko, il fait une démonstration de force pour dire que, pour rappeler à Diomaye Faye qu'il ne faudrait pas qu'il oublie que
c'est le PASTEF qui l'a envoyé au pouvoir et que de toutes les façons, le PASTEF a encore sa marge de manœuvre et le PASTEF peut lui imposer un certain nombre de choses qui peuvent fragiliser son pouvoir. Benson Mathieu, Diomaye Sonko, assiste-t-on à une rupture définitive ou c'est juste une tempête qui va passer? Non, c'est plus profond qu'une tempête. C'est un peu plus longtemps quand même que cela a commencé. Et ce n'est pas trop lié à peut-être des mésententes entre eux. D'abord, on constate à leur arrivée au pouvoir que le PASTEF qui avait un programme et tout ça qui le vantait, ce n'était pas un programme. C'était une succession d'idées. Ensuite, quand ils arrivent au pouvoir, Sonko n'a pas fait le deuil de sa haine ou de sa revanche de Macky Sall, de sa revanche sur Macky Sall. C'est-à-dire, il n'a pas fait comme Mandela qui, quand il arrive au pouvoir, il dit, bon, laissons tomber cette affaire d'apartheid, on est au pouvoir, mais nous ne nous vengeons pas. Sonko veut toujours attraper Macky Sall et le mettre en prison. Dans cette tentative-là, il révèle ce qu'il va appeler la dette cachée, que le FMI va venir constater et donc dire, bon, écoutez, nous on avait signé avec l'ancien régime pour vous remettre de l'argent de façon progressive. Mais c'était sur la base que la dette était tenable. Aujourd'hui, vous êtes à pratiquement 138% de votre PIB, on ne peut plus vous faire de prêts. Donc le Sénégal est pratiquement en cessation de paiement. Donc la crise s'accentue. Pour le président, ce n'était pas nécessaire de révéler ces choses-là. Il était bon de continuer avec le FMI. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais de toute façon, Sonko avait déjà pris le devant, il avait fait les annonces. Le FMI est arrivé à Dakar pour dire, bon, on va discuter avec vous pour restructurer votre dette, pour vous permettre d'avancer. Sonko refuse. Donc ça, c'est le vrai problème entre eux. C'est le vrai problème entre eux. Et Mimi Touré, c'est l'une des conseillères du président, parce qu'elle était ancienne première ministre, en matière de gestion des affaires de l'État. C'est pour ça que Sonko s'oppose particulièrement à elle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Mais le fossé va s'agrandir puisque les deux personnes ont des visions totalement différentes. Diomaye Faye est convaincu que les propos populistes ne peuvent pas gérer le Sénégal, que le Sénégal n'est pas un pays de l'AES, les Sénégalais ne peuvent pas dormir dans le noir une journée, les Sénégalais ne peuvent pas accepter beaucoup de choses. Sonko pense qu'il faut faire une application stricte des idées que lui a. Ça ne ira pas beaucoup loin, voilà. Jérôme Dry, cette divergence-là ne vient-elle pas du fait que Sonko aujourd'hui est beaucoup plus en première ligne dans la gestion du pouvoir, plutôt Diomaye Faye par rapport à Sonko qui lui qui assure la chefferie du gouvernement? Écoutez, les réalités peuvent ne pas être les mêmes à ce niveau. Écoutez, il fait partie de ceux qui avaient pensé au départ que cette cohabitation n'avait pas marché. Je l'ai dit une fois sur un plateau, ça n'avait pas marché puisqu'on a voulu copier un peu le tableau Poutine-Medvedev à la paire Sonko-Diomaye. Mais ça ne pouvait pas marcher parce que Sonko, qui devait être président de la République, qui on va dire, par contrainte, n'a pas pu être président de la République qui positionne Diomaye Faye. Et dans le deal, il s'était dit que après la gouvernance de Diomaye devait glisser le pouvoir à Sonko. Et là, à cette allure-là, on se rend compte que c'est 2029 qui est en train de se jouer. Et malheureusement, mais il y a un signe indien qui pèse sur la politique en Afrique, c'est le manque du respect de la parole donnée. Et moi, je suis convaincu, et je peux le dire sur le plateau, que vous verrez qu'au fur et à mesure que nous avançons, le fossé va se créer. Et si on y prend garde, Diomaye Faye ne va pas accepter, comme on l'a dit au départ, de pouvoir glisser, de donner le pouvoir facilement à Sonko. Et là, Diomaye Faye, il essaie avec la coalition, mettre autour de lui, il cherche à s'appuyer sur une force politique qui, quand on va avancer dans les mois et les années à venir, vous verrez que cette force politique-là va chercher à s'opposer au PASTEF. Ça sera deux forces, parce que la coalition qui a amené Diomaye au pouvoir, c'est Diomaye président. Diamant président, quand tu réfléchis à leur slogan Diamant président, mais cette coalition-là va se renforcer et Diamant va renforcer cette coalition et qui va peut-être affaiblir même le PASTEF. Si nous prenons, on va affaiblir le PASTEF, qui va affaiblir le PASTEF. Et le fossé sera grand. Et je vous assure que d'ici 2029, on aura d'un côté
Diomane, et de l'autre côté Sonko, qui pourrait même s'affronter à ces élections-là. Lansing Bakayoko, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à ce que Ousmane Sonko soit victime du syndrome de l'opposant éternel? Oui, peut-être Ousmane Sonko, peut-être pas opposant éternel, mais je crois que c'est le prix qu'on paye quand on fait du populisme pour arriver au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, Sonko est venu au pouvoir, il se rend compte que les mesures qu'il avait prises, en tout cas tout le discours qu'il avait tenu vis-à-vis des Sénégalais, dans la matérialité, ce discours est devenu, si vous voulez, inapproprié. On ne peut pas implémenter toutes ces décisions. Mais en réalité, vous savez, Ousmane Sonko se considère comme le président légitime du Sénégal. Et Diomaye Faye est, si vous voulez, le président légal. Et Ousmane Sonko a toujours considéré Diomaye Faye comme un président de transition. C'est-à-dire, en 2029, à qui il devait pouvoir reprendre le pouvoir. Or, aujourd'hui, il est évident que Diomaye Faye, qui était considéré comme quelqu'un de relativement amorphe, est en train de prendre du coffre et veut ratisser au-delà du PASTEF. Et Aminata Touré, qui a été Premier ministre, est une sorte de Premier ministre dans le shadow cabinet, c'est-à-dire le cabinet privé de Diomaye Faye, qui est en train de constituer, si vous voulez, une sorte de gouvernement parallèle au sein du régime sénégalais. Parce que, vous savez, Ousmane Sonko, lui, pense que c'est lui qui a la légitimité du pouvoir et ne se soumet pas, si vous voulez, même aux questions protocolaires. Même quand il s'agit de tout ce qui concerne le protocole, Ousmane Sonko veut marcher sur ce protocole, c'est-à-dire créer une crise d'autorité entre lui et Diomaye Faye. Et ça ne peut pas continuer. Et Diomaye Faye, qui était censé céder le pouvoir en 2029, voit qu'il a la possibilité de faire un second mandat, ce qui est tout à fait logique, mais Ousmane Sonko n'entend pas les choses de cette oreille et donc cherche, si vous voulez, à affaiblir. Or, aujourd'hui, avec Diomaye Faye président, une nouvelle coalition qui se met en place, ça veut dire que Diomaye Faye va avoir d'autres alliés putatifs ou réels qui va recueillir à travers la société civile ou bien ratisser à travers d'autres partis pour constituer une sorte de contrepoids avec le PASTEF. Ce que Ousmane Sonko n'accepte surtout pas. Et je crois, pour preuve, cette mobilisation, en tout cas très suivie. D'il y a une semaine d'il y a une semaine. Mais je crois que tout cela relève du manque de contenu. Il n'y a pas de contenance dans le projet politique qui avait été proposé aux Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, pour le faire implémenter, c'est quasiment difficile. Et Sonko, qui est en difficulté face aux réalités, est en train d'inventer toutes sortes d'insinuations pour pouvoir incriminer le régime passé. Vous savez, il a parlé de dette cachée, mais en réalité, c'est pas tout à fait une dette cachée qui veut assimiler à un détournement. Mais ce n'est pas le cas, vous savez. Et là, on parle d'économie. En économie, il y a deux types de dettes. Il y a les dettes directes et il y a les dettes indirectes. C'est-à-dire, ça dépend de chaque régime. Dans les pays comme les États-Unis ou la France, les dettes qui sont contractées par l'État central et qui sont gérées par le Trésor public sont des dettes directes et qui sont mises d'un côté, et les dettes indirectes qui sont contractées par les sociétés sous tutelle. Dans le cas d'espèces en Côte d'Ivoire, peut-être par la CI, par la RTI, par la Petroci ou par une société d'État, peuvent contracter des dettes, mais qui sont des dettes qui sont garanties par l'État. Et ça, on les met à côté. C'est vrai que dans notre législation, c'est-à-dire la législation de l'UEMOA, il faut départager les deux types de dettes. Il faut les mettre ensemble pour en faire un seul guichet. Dans le cas du Sénégal, ils ont fait deux guichets où il y a une dette contractée par le Trésor, une dette contractée par les sociétés, les entités sous tutelle. Aujourd'hui, quand on a fait le contrôle, les gens se sont contentés simplement de la dette qui est centralisée. Et on a oublié les dettes qui ont été contractées par les sociétés. Mais tout ça, c'est des questions de gouvernance, on peut l'admettre, mais Ousmane Sonko veut récupérer toutes ces questions de gouvernance pour en faire un détournement, de sorte à pouvoir incriminer Macky Sall et détourner l'attention des Sénégalais pour les réorienter ailleurs. Et ça, aujourd'hui, Diomaye Faye n'est pas prêt de l'accepter parce qu'en réalité, c'est lui qui a la réalité du pouvoir et il veut encore prendre du galon, devenir un vrai général de l'armée sénégalaise. Merci infiniment, messieurs. On arrive au terme de cette émission. Merci pour la richesse de vos contributions. Merci à nos téléspectateurs. On a une pensée particulière pour nos téléspectateurs de la diaspora qui chaque dimanche nous suivent, commentent et partagent, surtout ceux de Bagnolet en France. Merci à vous, chers téléspectateurs en général, de la chaîne qui rassemble. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro du Club de la Presse. Excellente soirée sur RTI 1.